Bonjour, ici Secret82. Aujourd'hui, on est au festival Octogone. Donc, il y a du jeu vidéo, du jeu de rôle, du jeu de plateau, du jeu de figurines et encore plein d'autres choses. Voilà, donc il y a des tournois aussi, des parties. Donc, on va aller filmer tout ça en avance rapide et puis voilà. Des moments vraiment pleins d'admiration qui vont encourager à raconter des histoires. C'est-à-dire que dire, je sens que dans un jeu de rôle, le système de réussite critique, échec critique est très souvent présent. Quand on le retrouve dans un jeu de figurines, ben, on a envie de le justifier. Voilà. Moi, j'ai fait un au moment de taper, j'ai retourné mon arme. Ah, c'est pas nous et tout, le gars qui passe, c'est ramasse mon arme et il se part en tourant, faut que je le rattrape. Voilà. Il se passe des choses. Et c'est des trucs où beaucoup de jeux de figurines ne proposent pas tout ça, parce que c'est une question d'échelle. Quand on va jouer à un jeu d'armée, vous avez 50 ou 100 pions sur la table, vous ne pouvez pas vous occuper de savoir si Marcel vient de faire ce qu'il ou pas. Du coup, il y a des jeux pour être plus escarmouches, plus petite échelle, moins de figurines, il faut passer plus de temps sur chaque. Aujourd'hui, pour répondre à la question, quand je cherche un jeu de figurines, je veux faire de la narration et je cherche à raconter des histoires et à vivre des événements, à vivre une expérience
avec les autres joueurs autour de la table. Ouais, je suis d'accord. Je vais vous faire un petit peu le pendant, le petit négatif des deux. C'est que même sur les gros jeux d'armée, après je parle pour moi, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Perso, moi, je n'ai jamais été intéressé par les gros jeux d'armée s'il n'y avait pas eu un univers derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on se raconte quand même une histoire. Pour moi, quand j'ai les figurines qui m'intéressent, c'est la figurine déjà une histoire et elle correspond à un univers. Sinon, je n'irais pas dans cette figurine. Je suis en même temps créateur de figurines. Si demain, je crée un squelette basique qui n'est pas relié à un univers, ça n'intéressera personne. C'est juste un squelette. Par contre, si je peux tout un univers derrière qui correspond à quelque chose, ou qui rappelle, qui correspond à quelque chose qui existe déjà ou que j'ai créé, là, ça va m'intéresser beaucoup plus. Du coup, je pense que les deux sont pas incompatibles au niveau d'un jeu d'armée et au niveau d'un jeu d'espace ou au niveau d'un figurine tout seul. Alors, du coup, ouais, je vais être encore plus vilain de ce cas tout ça. Parce que moi, je pense qu'il y a aussi le plaisir juste en fait de jouer, le plaisir tactique qui est dans la figurine et qui peut, ouais, malgré tout, alors je vais choquer tout le monde, mais j'ai pu retrouver en fait dans le jeu de rôle des fois, et j'en parlais tout à l'heure avec Vieux Geek, où tu vas être sur une action en jeu de rôle et tu vas être dans le temps d'optimiser. Tu vas faire, attends, tactiquement, attends, là, t'as puissant au bonus, ok, moi j'ai un mouvement aussi. Si je vais en stat, toi c'est 35%, moi c'est 45%, c'est moi qui vais. Et en fait, il m'aurait peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut exister dans le système de jeu et qu'on peut retrouver et qu'on peut prendre du plaisir en fait là-dedans. Vas-y, je te le dis. Alors, oui, mais faut aller vers la direction. Faut aller vers ce pour le système de jeu ou parce que l'univers t'intéresse. Là, c'est une bonne question, mais je pense que moi, pour être encore le vilain indicateur, moi j'aime l'aspect tactique des choses, j'aime quand il y a des choix en fait dans un jeu. Et je peux très bien prendre beaucoup de plaisir, par exemple, avec Forbidden Soul ou avec Corpsface, un jeu assez futuriste, ambiance un petit peu Mass Effect, le jeu vidéo. Et en fait, je me rappelle d'une partie de Mass Effect, et comme tu dis, en fait, il y a un moment donné où juste il attaque Frax, et en fait, on commence à partir en délire, mais c'était pas le jeu qui voulait ça. Mais on est en train de se dire, ah oui, mais en fait, imagine là, qu'est-ce qui vient de se passer, en fait, tu vas te prendre les pieds dans je sais pas, un morceau de porte qui était resté ouvert, ah, du coup, tu glisses, ah, du coup, je fais une course, là. Et en fait, je me rappelle que c'est vraiment amusé, alors qu'on n'était pas dans l'optimisation, mais juste parce qu'on se racontait une histoire dans notre tête. Mais ça n'a rien à voir avec le côté narratif du jeu. C'est juste qu'une situation donnée, nous, on a rajouté en fait du narratif et qu'on a pris plaisir. Est-ce qu'il faut pas un jeu qui t'encourage à rajouter le narratif? Alors, il y a des jeux qui, juste dans leur santé, dans la présentation et le développement, vont, sur le papier, hein, cette faille, forme même sur le papier, tu fais un 1, Est-ce que c'est vraiment un jeu Forbidden Soul? Mais Forbidden Soul, pour l'avoir testé justement il n'y a pas longtemps, c'est vrai que ça se présente plus comme un jeu de figurines. Donc, on a un chevalier, c'est un paysan, il y a des objets à récupérer. Donc, vraiment quelque chose de tactique où on va se dire, je vais être en opposition avec l'autre, il y a une mission, il y a des pierres précieuses à récupérer. Enfin, il y a beaucoup de scénarios. Mais en fait, c'est vrai que quand on jouait, la mécanique de jeu fait que on n'a pas la maîtrise en fait. Un jeu, on a beaucoup de maîtrise. Team, par exemple, le nouvelle version de Team chez Games Workshop, qui est un jeu extrêmement tactique. Un très bon joueur, il va toujours massacrer un mauvais joueur, ou un débutant. Parce que le jeu, c'est vraiment une sorte de compétence, un peu comme si vous jouez au basket. Vous allez être bon, vous voyez Michael Jordan, même encore maintenant, Michael Jordan, il va vous en mettre comme. Et en fait, il y a des jeux qui se prêtent à ça, qui sont des jeux tactiques, et il y a des jeux qui sont plus narratifs, et typiquement, Forbidden Soul, il y a tellement dans cette idée, en fait, qu'au final, c'est le jeu qui vous berce, en fait. Le jeu vous prend et vous pensez simplement ramasser une pierre, et qu'au final, vraiment, en fait, c'est un monstre qui arrive, vous glissez, vous cliquez avec votre épée, et c'est là, on est sur un système qui se veut très narratif. Mais, moi, je suis parfaitement dans ces deux domaines. Des fois, j'aime bien quand on se raconte une histoire, mais ce qui me plaît aussi, c'est des jeux où, peu importe l'histoire, où on va regarder tactiquement mon unité, c'est ma fleur contre l'autre, et un peu comme un jeu d'échecs, en fait. Où on va pas imaginer que je suis le roi blanc qui doit sauver la dame de part, mais c'est juste la technique. Ouais. Je pense qu'il faut conclure d'accord sur ce qu'on entend par l'aspect narratif. Pour moi, la narration, elle peut avoir trois visages. C'est l'univers dans lequel ça se passe, c'est-à-dire ce qui se passe avant. Après, il y a la mission, c'est-à-dire le scénario du jeu. Et ça, c'est un peu, pour l'instant, ça peut paraître opposé à l'aspect compétition. Parce que c'est très difficile de faire un scénario qui soit à la fois narratif et qui soit jouable en opposition, dans un tournoi, etc. Parce que c'est extrêmement difficile d'équilibrer. Et le troisième truc, c'est les bruits de bouche qu'on fait quand on tire avec un bolter et les dés. Ça, c'est ce qu'on s'invente dans la tête
Ça, on le dit, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous plug sur un système, c'est juste, on est avec les figurines en train de se battre. Ça, cette narration, on n'a pas besoin que quelqu'un nous l'inculque. Le setting, bah, c'est ce qui assoit Holomorph, c'est le fait qu'il y ait une note derrière, mais une fois que tu l'ouvres, à la limite, ça pourrait être n'importe quel setting, tu vois, c'est pas la question. Mais je pense que la narration dont on parle tout à l'heure, c'est celle de la mission. Et celle-ci, il y avait eu des tentatives, je me souviens d'Inquisitor chez Game Workshop. Ils avaient tenté un truc où il n'y avait pas vraiment de mission. C'était un jeu de rôle avec des figurines. Mais en fait, ça n'a pas marché. Parce que c'était trop difficile à équilibrer, c'était trop difficile de faire un scénario, il fallait un MJ ou normalement. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a sur les 3 facettes que peut avoir la narration dans une partie de la jeu de figurine, il y en a une qui est de toute façon embarquée dans l'esprit de l'être humain quand j'ai télé. Il y a le setting, ok, et après, il y a la scène qui est en cours de jeu, qui est la mission, et ça, pour l'instant, ça me paraît être le sujet de la discussion, en tout cas. Enfin, en tout cas, le truc compliqué à sortir. Et alors, du coup, un dungeon crawler, est-ce que c'est du jeu de rôle? Jouer à Donjons et Dragons avec des figurines, est-ce que c'est du jeu de figurines? Comment vous voyez ça, justement? Qu'est-ce qui fait le jeu de rôle? Qu'est-ce qui fait le jeu de figurines? Enfin, voilà. Ouais. On va rebondir, notamment sur ce que dit. Pour moi, le jeu de figurines, c'est un jeu qui se veut tactique parce qu'on est sur des jeux d'affrontement. En fait, je pense, pour ma part, je joue des jeux de figurines parce que je veux un défi tactique. Donc, qui fait la différence avec d'autres types de jeux, à mon sens. Et c'est des jeux d'échecs améliorés sur lesquels on va rajouter plus ou moins de couches narratives. Mais ça reste un jeu d'affrontement et un jeu tactique avant. Et en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le MOC. Hein, mais très clairement, sur le système game que ce type de Pieris de le MOC, nous on a des jeux tactiques, donc ça reste des jeux très tactiques. Sauf que notamment sur le MOC, on a pu mettre une très grosse couche d'univers et de narratif. Mais ça ne retire en rien l'essentiel du fait que c'est un jeu de figurines, donc c'est un jeu tactique qui ne peut pas tenter. La question, M. Jean-Paul, c'est pas la question. Je pense que la différence, c'est le maître du jeu. Parce que dans la plupart du temps, quand tu fais un jeu de figurines, on joue à 2 et ça suffit. Alors que quand on va jouer à un jeu de rôle, il va y avoir un maître du jeu. Et en fait, il y a un petit passage que j'ai envie d'aborder ici, c'est des jeux comme Descente, par exemple. Parce qu'en fait, on est sur la passe jeu de rôle et jeux de figurines, mais je pense que la passerelle, elle existe aussi avec le jeu de société, et que les jeux de société comme Descente, par exemple, je suis en train de je pensais que j'allais te spoiler la suite. Descente, en fait, c'est un jeu de société qui est vendu en magasin de jeux de société dans le rayon jeux de société, donc on va dire que c'est un jeu de société. Maintenant, il y a des figurines, magnifiques figurines, et en fait, ça raconte une histoire parce que vous avez une application, c'est-à-dire que le maître du jeu est pas physique, c'est pas quelqu'un qui a lu un livre à l'avance, lu une histoire, mais vous avez votre tablette qui va vous raconter une histoire. Alors, on pourrait croire comme ça que c'est pas ultra immersif, mais en fait, il y a eu plusieurs versions de jeux qui sont gérées par une application, mais vraiment la descente numéro 3, moi, c'est le moment où je me suis dit, OK, l'application, elle peut vraiment vous faire vibrer. Et moi, j'ai vraiment vécu des sensations narratives, donc vraiment sur l'histoire qui est racontée dans le jeu, sur ce qui se passe, les interactions entre les personnages qu'on va jouer. Parce qu'en fait, on a 6 personnages, et à chaque partie, on va choisir un peu des personnages. Et sur une mission, on va choisir tel ou tel personnage. Et en fait, entre eux, suivant les choix qu'on va faire, il va se passer des choses. Et l'histoire, en fait, va évoluer en fonction de nos propres choix. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, se rapproche des jeux de rôle. Parce qu'en fait, un jeu de figurines purement tactique, l'histoire n'a pas vraiment d'importance. Et on en reste là, en fait. On se rappelle pas, enfin, on se rappelle qui a gagné, qui a perdu, mais ça n'a aucun impact. Alors qu'une partie de descente, c'est tactique, parce que ça fait des choix tactiques, mais malgré tout, il y a une influence narrative sur la suite de l'histoire. Donc tous les jeux qui sont de ce style-là, ça se rapproche, je trouve, du jeu de rôle. Voilà. C'est compliqué comme question. Vous ne pouvez pas faire réponse. On devrait se demander c'est quoi un dungeon crawler. On va faire déjà une conférence sur ça, parce qu'entre HeroQuest et Descent, il y a énormément de différences. Ça va être dur de capitaliser. Moi, mon avis, Très rapidement, ce qui est HeroQuest. Parce que Descent a été dépendu. Voilà, HeroQuest, c'est un très très vieux jeu de dungeon crawler. Il y avait un maître du jeu qui joue des méchants. Ils sont comme un jeu de plateau, on va être sur case, et puis chaque joueur va interpréter un héros, va se mettre une bonne rôle. Ça a une forme très jeu de rôle,
mais ça reste, on bouge un pion qui peut faire ça ou ça, et c'est tout quoi. Enfin, c'est l'idée que le jeu de rôle en fait. Je pense que la différence, elle va se trouver là, c'est que le jeu de rôle, potentiellement, un joueur peut faire n'importe quoi. Un jeu de figurines ou un jeu de plateau, c'est quand même légèrement scripté. On peut faire cette action, ou cette action, ou cette action. Point. On ne peut pas inventer une nouvelle action. Il y a très peu de jeux qui proposent, certains c'est joli, mais il y a très peu de jeux qui proposent d'inventer des actions en deux parties. Dans le jeu de rôle, on est en permanence en train d'inventer. Donc voilà. Et le but des fois, c'est même essayer de trouver le truc qui n'est pas très réussi. Je pense que tu as parfaitement en fait résumé. Je crois que tu as une excellente réponse. C'est ça. C'est en fait dans le jeu de rôle, on peut faire ce qu'on veut. Et il n'y a aucune limite. Si c'est la personne en face de nous, si c'est que j'arrive. Mais là, je pense que tu as l'essence même du jeu de rôle pour moi. La différence, c'est probablement l'intention et l'objectif. Le fait de ne pas pouvoir inventer des actions dans un jeu de figurines, c'est parce que sinon, ça casse l'opposition. Je pense que c'est que ça, en fait. Il n'y a rien que. Déjà, on a une époque où les frontières entre les différents types de jeux commencent à vraiment s'effondrer. Ça commence à perdre presque du sens de ce de la question, j'ai l'impression. Mais le truc qui fait qu'il restera toujours des jeux de figurines, il restera toujours des jeux de rôle, c'est qu'il y en a un où c'est j'ai envie de me battre contre mon pote avec une échelle de temps, une échelle de matériel, et à la fin on sait qui c'est qui a gagné. C'est juste le côté, à la fin, il y en a un qui gagne. Et il n'y a rien qui empêche d'avoir un jeu de figurines narratif, il faut juste arriver à sortir un scénario dont on sait que sur 1000 parties, il va y avoir 500, enfin, avec les joueurs équilibrés, 500 victoires de job 500 victoires de hop. Et ça, c'est extrêmement chaud, donc on en reste là. C'est celui qui a tué le plus, ou celui qui a marqué le plus de points d'objectif en tenant un spot sur une table, qui va gagner, parce que c'est ce qui est, on est sûr de ça. C'est trop dangereux de faire autrement. Il n'y a rien qui empêche sinon. C'est juste de devoir gagner un jeu de rôle, il n'y a personne qui gagne. Je pense que ça fera toujours la différence entre les deux. Et pour ce qui est des jeux coopératifs, Est-ce que c'est un jeu de rôle? Est-ce que c'est un il y jeu a des jeux de figurines coopératifs. Qu'est-ce qu'un jeu de figurines? Est-ce qu'un jeu de figurines, c'est un jeu de figurines ou est-ce qu'on parle d'un wargame aussi, en fait? Parce que wargame, du coup, c'est embarqué dans le monde, il y a de la guerre. Un jeu de figurines, effectivement, est-ce que Discern, c'est un jeu de figurines? Est-ce que Necromunda proposait de la narration entre les parties. Une fois que la bataille est éclatée, en fait, le but, c'est d'éclater l'adversaire. Je sais pas. Après, moi, ça me fait penser à une autre façon en fait, de différencier les deux, c'est aussi sur comment on détermine la condition de victoire. Et souvent, moi, ce que je reproche aux jeux de figurines, quand j'aime les jeux de figurines, c'est que c'est je t'ai tué, ou j'ai capturé un objectif. Et en fait, un jeu de figurines où le but, et c'est d'affrontement, donc c'est vraiment des choix tactiques qui sont faits, mais qui n'est pas basé sur détruire l'adversaire, c'est hyper rare. Enfin, je n'ai pas beaucoup de jeux qui sont basés, enfin, j'en ai pas en tête, c'est bien. Par contre, dans le jeu de rôle, on peut totalement se dire que l'objectif, c'est aucunement de détruire quelque chose, mais c'est par exemple de convaincre. Peut-être que votre jeu de rôle, le but, c'est de convaincre le duc qu'au final, il reste marié avec telle princesse. Et en fait, juste ça, moi, je trouve que c'est ce qui donne en fait toute la différence au jeu de rôle qui peut vous emmener sur une histoire où simplement, il n'y a aucun moment où il y aura un combat. On n'est pas obligé de se battre, en fait. Alors, dans le jeu de figurines, malheureusement, hormis les jeux de course, peut-être, ou de voiture, des choses comme ça, il y a toujours un aspect combat vindicatif, en fait. Est-ce que le bol est un jeu de figurines? Ça dépend des joueurs. Enfin, c'est toute la question. Parce que là, est-ce qu'on est en train de parler de wargame ou de figurines? Parce que sinon, le bol bousille nos équations. Je pense que si on commence à creuser, il y en a plein qui usent nos équations. Et c'est la beauté des choses. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et je pense que là, dans l'assistance, il y a aussi des gens qui sont là pour la figurine, pour le jeu de rôle, parce qu'ils ont envie de s'asseoir. Mais je trouve que c'est intéressant qu'il y ait le lien entre les deux, en fait. Et que des gens, mais justement, là, pour le MOC, je trouve ça génial parce que moi, le jeu de rôle NOC, je ne le connaissais pas. Maintenant, quand Hugo il m'a présenté le MOC, franchement, je me suis dit, ah ouais, l'univers et tout, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air un peu génial. Et ça m'a donné envie, vivant que j'ai un bouquin de NOC, hein, ça me revient, mais ça m'a donné envie de découvrir. Alors, je dis pas que je vais faire une partie du jeu de rôle, mais en tout cas, lire une histoire, et exactement comme ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, l'idée de faire une passerelle, c'est quelque chose qui est vraiment très positif, en fait. Et moi, je suis pour que
il n'y a pas d'un côté les rôlistes et d'un côté les jeux de filles, et qu'on soit là à dire, attends, où est-ce qu'on va mettre le mur pour dire, à gauche, vous êtes les jeux de figurines à gauche, et à droite, les jeux de rôle. Et je pense qu'au contraire, essayer de mixer les choses et de prendre le meilleur du jeu de figurines, c'est-à-dire vraiment représenter physiquement les choses, comme c'est sympa d'avoir un objet, les figurines, et souvent les rôlistes, ils aiment bien avoir une petite figurine pour se représenter. Et à l'inverse, dans le jeu de figurines, raconter une histoire et vivre quelque chose, je pense que c'est quelque chose de sympa. Donc, on peut quand même faire du wargame au scénario. Sinon, on n'aurait jamais fait les tournois qu'on a organisés il y a quelques années. Vous êtes d'accord? C'est vraiment très particulier aussi. Ouais. Les modules, là, j'imagine. Ouais. Alors, peut-être que ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'on a une grosse part du tournoyeur, enfin des tournois qui sont arrivés, donc il y a moins de narration aujourd'hui, en tout cas dans le wargame, ce qui est dommage. à mon avis. Est-ce que le plus beau, c'est peut-être même qu'on se pose des questions et qu'il y a des cas où on ne sait pas? Est-ce que ça ne veut pas dire que justement, il y avait des frontières qui existaient avant, qui pètent, et que ça ouvre des portes qui n'existaient pas avant, et en fait, du coup, on ne sait plus, là, ça fait jeu de figurines, pas jeu de figurines, je ne sais pas. Et en fait, au moment où est-ce qu'on s'en fout, quoi, en fait. Tout est mêlé, jeux de société, jeux de figurines. Quand on s'amuse. On s'en fout, cette préférence, il n'y a pas vedette. Voilà, merci, salut. Merci à vous, bonne soirée. J'aimerais bien que fasse une petite expérience dans la salle. Est-ce que ceux qui jouent à un jeu de figurines ou à plusieurs peuvent lever la main, s'il vous plaît? Qui jouent au figurines. Pas mal, pas mal. Oui, par les femmes, je pense. Ouais, gardez la main levée. Maintenant, ceux qui font du foot, Non, non. Ceux qui ne font pas de jeu de rôle peuvent baisser la main. Voilà. pour vous, on a forcément compris ta question. Ceux qui ne font pas de jeu de rôle peuvent baisser la main. J'en ai vu deux qui ont baissé la main. Je pense que voilà. Donc en fait, on a sur ce panel, on est à Octogone, c'est spécial aussi comme panel, hein, ça ne représente pas l'ensemble de la France, mais on est devant un public où quasiment tout le monde est joueur de figurines, et quasiment tout le monde des figurines font aussi du jeu de rôle. Mais quelque part, je pense que dans la brochette aussi, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de rôle, il y a du jeu de rôle. Non, t'as pas fait de jeu de rôle. Voilà. Celui qui sort un jeu de figurines avec un jeu de rôle, il n'a pas fait de jeu de rôle. Bravo. C'est une idée, t'as fait de la figurine. Et toi, tu as fait de la figurine. Bon. On est tous joueurs de jeux de rôle et de jeux de figurines. Voilà. On va chacun avoir notre histoire aussi, avec comment on est arrivé dans l'un, comment on est arrivé dans l'autre. Et enfin, c'est aussi quelque chose qui est très lié, c'est quelque chose de très spécifique et qu'on va trouver au même endroit. On va aller dans des magasins spécialisés qui font à la fois du jeu de rôle et du jeu de figurines. Je trouve qu'il y a quelque chose où en fait, on est tous, c'est cette frontière jeu de rôle et de figurines, elle est imaginaire parce qu'on est tous dedans en fait. Et moi, j'ai une autre question, c'est tous ceux qui ont démarré le jeu de rôle en étant complètement néophytes, qui ont réuni des copains, on a trouvé un bouquin, on commence à décrypter les règles, on commence à démarrer le jeu. Et c'est vrai que la narration, c'est souvent le plus compliqué à démarrer, parce qu'on se concentre souvent sur les règles au départ. Et c'est vrai que souvent on se fait des barrières, et puis petit à petit, on commence à décortiquer les choses, à se rendre compte que, en fait, dans le jeu de rôle, le plus important, c'est pas les règles, c'est vraiment l'histoire qu'on raconte tous ensemble. Et justement, est-ce que le jeu de figurines, qui lui est plutôt basé sur un gros corpus de règles, peut justement aider à s'ouvrir vers la pratique du jeu de rôle? Et du coup, est-ce que le jeu de figurines est une passerelle qui peut amener sur le jeu de rôle? Il y en a de plus en plus qui proposent effectivement des choses où on va être plus impliqué narrativement, où ça ne va pas être seulement du je te tue, des... Donc on a des choses qui vont donner envie de raconter l'histoire et effectivement on va aller voir plus loin. Quand on est sur un jeu comme Holomop, on va découvrir, on va faire notre première partie de Holomop, on va découvrir le système de jeu de figurines, etc. Qui va dire, ah, l'univers est sympa, j'aime bien le personnage avec son pays en boucle, en posant. On voit qu'il y a du gros derrière, on va pouvoir découvrir un univers qui est beaucoup plus vaste que le jeu nous donne. Et c'est pareil pour Warhammer, hein. Warhammer, le gros jeu de figurines. Quand on entend les gens qui disent, ouais, mais moi, ce que j'aime dans Warhammer, c'est l'univers, il faut oublier que 90% de l'univers, il ne va pas raconter dans le jeu. Il va raconter dans le jeu de rôle, il va raconter dans les romans, il va raconter dans ce qui est à côté. Donc, effectivement, le purement jeu, c'est plus facile peut-être d'y aller. Donc, ces jeux de figurines n'est pas plus facile dans le jeu. On ne peut pas oublier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut encourager à découvrir un univers et plus tard à développer un goût pour la narration. Oui, je voulais rebondir sur avec ma casquette d'auteur de jeux de figurines, qui est par contre
vraiment très intéressant et passionnant, peut-être qui s'est basé sur le MOC, c'est comment est-ce qu'on part d'un jeu de rôle avec toute la densité du jeu de rôle, en termes de règles, en termes d'univers, etc. Et comment on arrive à rationaliser les choses pour tendre vers des jeux de figurines qui doivent être malgré tout beaucoup plus stricts et carrés et fermés quelque part dans ces mécaniques, tout en gardant l'essence du jeu de rôle. Et ça, je pense, c'est un exercice absolument passionnant. Et je pense que c'est le vrai défi aussi de comment est-ce que, en faisant un jeu de figurines, on arrive quand même à garder cette saveur du jeu de rôle sans la détruire. Moi, c'était juste une réflexion, mais si on parle de celui que tout le monde connaît, donc Warhammer et compagnie, je suis pas sûr que le jeu de figurines existerait sans qu'il y ait eu l'univers derrière. Puisque les corpus de règles, d'accord, ils existent, mais c'est pas le meilleur, on le sait. Enfin, voilà. Alors, un petit point sur lequel je voudrais facilement ou aborder, tout simplement, c'est comme on a vu, pour le moment, le jeu de figurines très tactique, mais avec la possibilité d'aller voir vers le jeu de rôle pour avoir toute l'étendue du niveau, etc. Vous nous parlez justement de développement en parallèle. En fait, vous allez à jouer mutuellement sur ce que vous allez faire dans les mois à venir. Et du coup, vous laissez mutuellement sur l'avancée des choses. On a vu des propositions de psychiatres qui sont des villes de Rennes dans l'univers de Locke, l'histoire de Locke qui avance, qui est représentée dans les autres, etc. Est-ce que vous avez comment dire, vous allez sortir des suppléments qui vont se répondre l'un à l'autre, c'est ça? Eh ben, on peut imaginer un prochain supplément Locke dans lequel des personnages sont présents qui sont jouables quand on est sorti de celui-là de base. C'est ça, c'est actuellement, on va sortir un supplément le mois de mars prochain pour Noc, qui, sans spoiler, mais en fait, est la source des prochaines extensions pour le MOC directement. Et l'enjeu de la confrontation, enfin, du tournoi qui est le demain soir pour le MOC, dans l'autre sens, va dicter ce que va devenir un personnage qui est apparu par le biais de le MOC, qui va prendre une place importante dans l'univers de nature. Quand on travaille, Noc pour l'instant reste, c'est Noc qui alimente pour le MOC. Parce que je pense que l'objet du mot et de psychiatre, c'est pas de développer le setting, c'est d'exploiter le setting pour faire de la figurine. Donc pour l'instant, c'est dans ce sens-là que ça se fait, mais le séquençage est sorti. On va essayer effectivement de coller l'un de l'autre. Voilà. Et du coup, toujours dans cette idée, on a senti qu'on a beaucoup séduit dans l'association de notre là. Il y a un genre de double suivi possible. C'est aussi quelque chose qui nous avait intéressé nous, dans Evolution, parce que il est entièrement compatible avec Wargang, et il y a un tableau en fait qui va permettre d'adapter un élément du jeu de figurines vers le jeu de rôle ou du jeu de rôle vers le jeu de figurines. Ça veut dire que si on a envie de continuer le jeu, tous les suppléments du jeu de rôle sont compatibles. Et ça, c'est quelque chose en termes de passerelle que je trouve hyper intéressant parce que chaque élément qui va sortir pour l'un ou pour l'autre sera un élément nouveau pour les deux à la fois. Je voulais rebondir aussi sur le fait que là, on parle de choses. Cette passerelle entre le jeu de rôle et la figurine, c'est quand même pas récent non plus. On prend War Machine avec Iron Kingdom, qui est un vieux jeu et qui a été précurseur, excellent jeu, malgré tout, qui a été précurseur sur la question. Et puis, on parle aussi du jeu organisé, la façon de mettre du narratif. Moi, j'ai souvenir d'un autre excellent team jeu qui est Eldorado, qui a organisé des tournois et des jeux organisés, qui a influé sur l'histoire, etc. Et d'ailleurs, on s'en inspire fortement au titre de l'hommage dans la passion dont on faisait de jeux organisés. Alors, j'ai du croc sur la convention, auteur de Eldorado, si vous voulez le croiser, voilà, je t'ai. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous pour cet échange. Et maintenant, je vais m'adresser au public. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à lever la main. Merci. Voilà, je pense que par rapport à ce que vous avez dit, il y a aussi quelque chose de assez flou.
c'est la définition du jeu de société. C'est-à-dire que là, ce que j'ai entendu dire le jeu de figurines, le jeu de rôle et le jeu de société. Alors moi, je suis latine qui dit que tout ça, c'est du jeu de société. Un jeu de société, je comprends lui, c'est société. C'est-à-dire qu'il y aurait eu des joueurs autour d'une table, autour de l'objet culturel, qui est le jeu de société. Donc, c'est un média qui réunit des joueurs qui fait ça en bon moment. Enfin, globalement, on joue au jeu de société, on va faire du moment. Donc, là, déjà, je trouve qu'il y a déjà une séparation dans le discours qu'on a entendu, qui, à mon avis, pas bonne, en fait. Et, c'est juste pour intervenir là-dessus. Le jeu de société, pour moi, global. Et pas uniquement un jeu de plateau. Bien sûr. Voilà. C'est juste pour redire ça. Et en même temps, autour du jeu de rôle, il y a des choses très intéressantes qui ont été développées depuis que le jeu existe. Et il y a aussi un acteur qui parle beaucoup sur le sujet, qui m'a permis juste de faire une petite pub. Hein, je ne le connais pas personnellement, mais si vous avez l'occasion d'aller écouter la cellule, qui est un podcast de Ronald Brillant, qui explique beaucoup ce sujet. Donc, allez-y, si vous ne connaissez pas, franchement, je vous invite vraiment à aller voir, à écouter ça, parce qu'il est à la fois philosophe et il fait du jeu de rôle. Et il va vous dire que, par exemple, Alice in Missing est un jeu de rôle. Voilà. Et un jeu de rôle n'est pas forcément une configuration de joueurs avec un maître de jeu. Il y a des jeux de rôle sans maître de jeu. Donc, évidemment, ce sont beaucoup de points de vue. Ce sont des approches très différentes, mais ce sont des approches à prendre en compte dans le discours, je pense. Voilà, c'était juste pour intervenir là-dessus. Merci beaucoup. Donc oui, comme je rappelais en introduction, on est bien d'accord que le jeu de rôle et les jeux de figurines sont des jeux de société, ça il n'y a pas de souci. On a même défini que c'était des jeux de simulation et que chaque type de profil était un grand jeu de simulation qui est bien à partir du jeu de société. Donc on est bien d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, j'ai surtout une question par rapport à les jeux et ensuite le jeu de figurines. Donc, je suis bien dans cet angle-là au début. Et du coup, au-delà des livres de règles, vous proposez, je pense que les univers et le jeu en lui-même, ce sont des livres de matériaux. Type figurines ou même Fricka, ou est-ce que c'est venu à la création du jeu de figurines et est-ce qu'on aurait l'idée de ces bases-là pour agrémenter même les jeux de rôle après? Écoutez les questions, on répond après ou on répond? Ok. Je vais revenir après sur la notion de jeu de société. Je suis d'accord. Non, le matériel, les figurines, les décors, c'était pas du tout c'était pas du tout à la base d'un MOC. C'est le MOC qui a apporté ça. Je pense qu'il y a eu une sorte de tendance dans le jeu de rôle à une époque pour essayer de s'éloigner du grand ancien, où il y a eu toute une forme de jeux de rôle qui ont essayé de jouer la carte de numérique et donc de s'affranchir du matériel le plus possible. On avait eu une vague de jeux dans les années 90-2000 et on n'avait plus besoin même effectivement de MJ, on n'avait plus besoin d'écran, c'était du minimalisme, et là on revient potentiellement à quelque chose de plus approchant avec la mode cyclique, donc on revient effectivement à un jeu qui est plus matérialisé. Mais non, concrètement, NOC n'avait pas d'ambition ni de besoin de figurines ni de support matériel. C'est arrivé par ce biais-là. C'est arrivé par ce biais-là et on a quand même appuyé fortement sur le bouton dans ce sens-là. C'est-à-dire que la boîte de base de l'OMOC, ce sont les 6 personnages faits tirés du jeu de rôle NOC. Donc l'idée étant bien sûr que ça puisse profiter aux rôlistes pleinement s'ils souhaitent illustrer leur partie avec des figurines. Concernant la distinction, enfin, le fait que tous les jeux de société, oui,
Mais c'est un peu comme de dire de sortir avec des amis, qu'on aille dans un bar, qu'on aille au cinéma, c'est la même chose. C'est une question d'intention derrière. Et j'ai l'impression, c'est pas pour rien qu'il y a eu cette différence à la base. Il y avait des intentions différentes. C'est-à-dire le jeu de figurines, c'était un jeu, on était en société, mais en général pas deux, et on avait une intention compétitive. Le jeu de rôle, c'était à la base ça, et c'est arrivé au bout d'un moment à quelque chose de... Et c'est pas le même public du tout. Et là, on revient à un rapprochement dont le moteur, c'est un peu la lassitude de la recherche de la nouveauté et aussi les opportunités qu'apporte le marché, en fait, le rapprochement de toutes les sources. Mais je pense que structurellement, la différence entre ces différents types de jeux de société n'est pas là pour rien et que ça regroupe des envies et des besoins que des gens avaient et qui étaient très antinomiques. Et quand on a envie de faire un jeu de rôle, c'est pas la même chose que quand on a envie d'écraser son adversaire avec ses éléments de russe. Ça recoupait des histoires différentes. Et là, en fait, on essaie de trouver des ponts, mais il y a aussi une intention derrière qui est économique. Toutes les sociétés, mais ça me paraît plus compliqué que ça. Mais je suis d'accord qu'effectivement, le principe, c'est toujours de s'amuser à la fin. D'autres questions? Oui, donc tout à l'heure, en fait, vous parlez de taille entre les deux qui peut être assez vite. Et moi, ça m'a fait penser notamment à ce que j'appelle les jeux narratifs, qui vont se retrouver sous les Vincent Mystique, les histoires de Greluche. Bon, en fait, là, on va être sur des bases de jeux de société avec des règles très cadrées. Mais par contre, on va incarner un personnage, construire un scénario. Donc, ça va plus être un passerelle, en fait, entre le jeu de société très cadré, donc tu veux voir les règles, le jeu de figurines, la passerelle vers le jeu de rôle, qui va raconter l'histoire, il va incarner plus des personnages. C'est vrai qu'on arrive, je trouve, de plus en plus à quelque chose qui devient flou entre les univers, et la notion est de moins en moins délimitée, et les passerelles, elles devaient être de plus en plus faciles, même pour du grand public, du jeune public. Moi, je peux rebondir là-dessus parce qu'en fait, je trouve que c'est un truc qui est intéressant aussi, c'est quand le jeu de rôle devient un jeu de société, en fait. Et il y a eu toute une époque où, avec Produit Oublié, ils ont sorti, en fait, du jeu de rôle tellement facile d'accès avec une petite histoire en carton que, du coup, en magasin, on avait du mal à dire, bon, est-ce qu'on le met dans le côté du jeu de société ou est-ce qu'on le met dans le jeu de rôle? Sachant que le but, c'était de proposer aux gens qui étaient peut-être apeurés par, je sais pas, un Donjon Dragon ou n'importe quoi avec le livre du maître, le livre du joueur, le livre du scénario, de se dire, tiens, là, j'ai une boîte. Déjà, le fait que ce soit une boîte au lieu d'un livre, c'est quelque chose qui change, en fait, sur la représentation, sur l'aspect que les gens peuvent ressentir en se disant, là, je suis plus sur un jeu de société, parce que j'ai une boîte. Alors que quand j'ai un livre, là, je me dis, ah ouais, les règles, ça va être compliqué. C'est un a priori. Mais cet a priori-là, je pense qu'il a été complètement dépassé, justement, avec toute cette vanne, j'ai le produit publié en tête, mais il y a plein d'autres boîtes comme ça qui sont parties. Et en fait, ça a été un super succès. Et après, les gens ont commencé par là, puis me dire, ah tiens, je vais explorer plus loin. Et je pense qu'en effet, c'est difficile de mettre des bornes en disant, voilà, ça c'est un jeu de figurines, ça c'est un jeu de rôle. Et chacun, en plus, a sa propre définition. On l'a bien vu là, entre les différentes personnes qui parlent. Mais je trouve qu'en effet, c'est très bon que tout se mélange et que après on puisse aussi répondre à n'importe quelle attente. Parce que on voit Hugo, lui, il a cherché quelque chose de beaucoup plus tactique. Alors, à l'inverse, un art, lui, il a plutôt cherché quelque chose qui va raconter un peu l'histoire. Donc, pouvoir répondre aussi à toutes les attentes, c'est très bien. Je vais prendre une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne peignent pas leurs figurines? Est-ce que vous pensez que les figurines et les décors et tout ça ajoutent vraiment une touche nécessaire et élèvent un peu le jeu, l'histoire narrative, l'immersion du joueur dans ce jeu, dans ce terrain, dans ce bordel? On aime bien les gens qui mettent les pieds dans le plat avec les questions qui fâchent. C'est très bien. En vrai, ça dépend vachement du lieu. C'est-à-dire qu'on parlait d'un jeu de plateau avec figurines, très narratif et assez mystique. La plupart des gens, les jeux sur lesquels ils soient peints, parce que c'est sorti de toilette. Est-ce que les figurines pour représenter un affrontement dans Donjon Dragon, est-ce qu'elles ont besoin d'être peintes? Parce qu'ils ont besoin d'avoir exactement le même équipement et la même tête que mes joueurs.
Voilà, ça autant vraiment du contexte. Personnellement, je préfère les peindre, c'est un peu personnel, surtout dans un jeu 100% figurine, on va dire, un jeu d'affrontement, etc. Euh, Moi, quand je dis que je cherche de la narration dans un jeu de figurine, c'est aussi quand je suis en train d'atteindre, je suis déjà en train de raconter quelque chose, en fait. Je suis déjà, voilà, je vais avoir telle couleur, peut-être que je vais représenter un uniforme, peut-être tel look, etc. Et je m'approprie la figurine et j'ai déjà un réflexe qui s'est fait pendant la peinture parce que je l'ai fait, parce que j'ai décidé, j'ai fait des choix sur la figurine et quand je la pose sur la table, il y a déjà quelque chose qui est passé en près de moi. Et du coup, l'histoire qui va se raconter ne sera un peu plus impactante à mon avis. Mais c'est un avis très personnel. Moi, je pourrais répondre sur le fait que alors, j'ai commencé la figurine avec le jeu de rôle. C'est le jeu de rôle qui m'a amené vers la figurine et qui m'a donné envie à un moment donné de matérialiser les parties. Et du coup, comme je suis quand même issu du jeu de figurine, j'avoue que ça fait partie d'un tout en fait. Donc on fait le décor, on fait la figurine, on a fait en tout cas, mais ensuite on la peint et ça participe à une immersion. Pour moi, c'est non négociable là-dessus et je refuse de jouer quand il ne paye pas la figurine. En tout cas, dans le jeu de figurine. Par contre, derrière, sur des jeux, en effet, des jeux de société ou, je sais pas, moi, c'était des choses comme ça, je comprends qu'on puisse se lancer dans une partie comme ça. Bon, vu que je pense qu'on va chacun avoir notre propre réponse, moi, je vais être allé encore, moi, j'ai vraiment besoin que les figurines soient peintes. En fait. Et sur Descente, qui est un jeu avec des figurines qui sont prémontées, moi, en fait, quand je joue, j'ai envie qu'elles soient peintes avant. Ah, pourtant, c'est un jeu CD. Et sur My Submissive, j'ai aussi une figurine qui sont peintes. Et malgré tout, au-delà de l'aspect un peu narratif, parce qu'on peut se dire, j'ai envie que les figurines soient peintes parce que je me raconte une histoire. Moi, je vais au-delà parce que quand je veux faire une partie extrêmement tactique où il n'y a aucune histoire, on va juste poser les figurines et savoir qui est le meilleur stratège. Si en face, les figurines ne sont pas peintes, moi, ça va me gêner. Si la table, elle est toute moche, elle est toute plate, il n'y a pas une forêt, il n'y a pas une vraie maison et que c'est un imprimé carré, moi, ça va vraiment me gêner. Parce que, là, en fait, c'est assez flou, en fait, parce que je me raconte pas une histoire quand je suis en train de jouer, je suis pas en train de m'imaginer à la place de mes figurines, je suis pas en train d'imaginer le général, on est vraiment sur, je manipule des pions et des éléments de jeu, mais il faut que ce soit agréable, en fait. Et ça, c'est la réponse de chacun, si on a le temps pour le faire, ou si on a des ressources, parce qu'il y a des tas de gens, en fait, qui payent la figurine pour les gens qui n'ont pas le temps, ni l'envie, ni le talent. Et je pense que c'est simplement l'aspect visuel, c'est comme, à la limite, on peut dire, tiens, une voiture, est-ce que je veux pas voiture, est-ce que je jolie, ou alors, peu importe l'aspect visuel de ma voiture. Et je pense qu'on va être sur le même genre de choses où chacun répond sa propre réponse. Puis, il met nous présentera une barrière, je rappelle donc les trois derniers intervenants, sont tous les trois figuristes. Ben, les deux dernières questions se reculent sur un point, c'est que vous avez parlé de grand public dans le milieu du jeu. Ça n'existait pas le grand public dans le milieu du jeu il y a encore pas si longtemps que ça. Et en fait, l'apport de beaucoup de gens dans le milieu du jeu ces dernières années, c'est aussi ça qui a fait qu'il y a des ponts entre les jeux. Parce que, ma copine joue, parce que le jeu joue, en fait, elle s'impliquait à la base, du coup, elle arrive dans le milieu du jeu par ce biais-là, et je pense qu'on a des exemples comme ça. Et en fait, les gens qui viennent par l'extension récente du public au milieu du jeu, ben, peut-être qu'eux, ils ont envie d'essayer les jeux de figurines, mais ils s'en foutent de peindre. À la base, une figurine, ça peint, parce que c'est figurine, ça peint, mais ça, voilà. Mais en fait, on a de plus en plus de public pour tous les supports, parce qu'il y a justement des ponts qui sont créés, mais peut-être que tous les nouveaux arrivants n'ont pas envie de prendre tous les mêmes, enfin, tous les réflexes et l'éthique, des historiques. Quelqu'un qui vient au jeu de rôle par biais de Descent, il n'aura peut-être pas envie de faire des gros scénarios d'enquête avec tout le monde, parce qu'en fait, il vient du Descent. Quelqu'un qui vient, bon, voilà. Je pense que. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien, si c'est bien des mots, on va s'arrêter là. Donc, je rappelle nos invités. Donc, nous avons Michael des éditions 7 Ouest que vous pouvez retrouver à cet étage en sortant de la salle de conférence. Juste avant vous allez pouvoir retrouver Hugo au stand de Boxycat Games sur le groupe figurine, tout comme Grégory qui est venu faire des démonstrations de Fort Wilson sur le groupe figurine. Et vous pouvez retrouver Marpod et l'ITV et vent dans les couloirs à filmer et à interviewer différents auteurs et illustrateurs. N'hésitez pas à leur dire bonjour. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.
Bonjour, je suis avec un des organisateurs du festival Octogone. Tu t'appelles? Erwan, je suis secrétaire adjoint et je suis aussi le responsable de la nuit au sein de l'équipe d'organisation Octogone. Ok. Alors, parce que c'est un énorme festival, vous avez plein de créateurs de jeux, de tout, et comment ça s'organise en amont un festival pareil? C'est sur un peu plus d'un an. Ouais, on gêne un peu, le festival se termine. Voilà. Donc comment? Pour l'empoignade. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des choses qui sont prioritaires. Oui, on est en plein démontage qui avance très bien pour l'instant. Donc comment on organise un tel festival? On commence un peu plus d'un an à l'avance. Là, on est déjà en train de travailler sur la date et l'affiche pour l'an prochain. Ok. Ensuite, vous avez une grosse période creuse où on récupère. Ouais. D'abord pendant quelques semaines parce que ça nous fatigue bien. Ouais, ça je peux comprendre, ouais. Voilà. Ensuite, on fait notre assemblée générale parce qu'on est une association composée uniquement de bénévoles. Alors, rappelle-moi le nom de l'association, c'est Alors, c'est la FAGIRA. la Fagira. C'est ça. Alors, le sigle ne se décline plus, mais avant, c'était la Fédération des acteurs du jeu de l'imaginaire en Rhône-Alpes. Hein? En Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, ok. Mais comme maintenant la région est Auvergne-Rhône-Alpes, bon, Ok. on ne décline plus le sigle. Ok. Voilà. Donc on fait notre assemblée générale à ce moment-là, ce qui nous permet de définir au plus tôt l'équipe qui va travailler sur l'édition qui vient. Donc équipe qui comprend des personnes nouvelles et des personnes qui ont déjà travaillé sur plusieurs éditions. On a certains de nos membres qui sont là depuis la première édition, on est à la 14e. Mmh. Voilà. Et après, on a des membres qui arrivent fraîchement et qui donnent pleinement satisfaction dès leur première année. Ok, hein. On a vraiment de tout en termes de profil. Ok, vous avez un peu de tout dans l'association alors. Ah oui, on est une association très diverse comme peut l'être le jeu. En fait, un des objectifs de l'association et qui est même la raison pour laquelle Octogone a été créé, c'est de promouvoir le jeu et l'imaginaire dans toute sa diversité. Ok, hein. Donc pour ça, on se retrouve je pense que vous l'avez vu au travers de la convention, on le retrouve dans toutes les activités qu'on propose au sein de nos différents invités, des différents auteurs, des différents styles de jeu que vous pouvez avoir, que ce soit du jeu de rôle, du jeu de plateau, de la carte, de la figurine. J'en oublie, je suis fatigué, désolé, le jeu vidéo. Jeux vidéo, ouais. Voilà, et nous avons maintenant un espace, maintenant depuis plusieurs années, nous avons un espace séparé pour la famille. Et quand je vous parlais des organisateurs qui arrivent fraîchement, on a un nouvel organisateur sur cet espace qui nous a donné une très grande satisfaction. Ok. Voilà, donc c'est pas forcément une association où il faut lutter d'arrache-pied pour. Ok, hein. Ok, hein. Et je me demandais si c'est comme ça parce que vous êtes à côté parce que vous êtes à côté il y a plein d'étudiants dans le coin là. Voilà, il y a les étudiants de l'INSA là. C'est ça, nous sommes alors nous utilisons actuellement le double mixte, qui Ouais. est un bâtiment qui se situe sur le campus de la DOA à Villeurbanne et qui est du coup juste à côté de l'INSA. Nous avons effectivement une partie de nos bénévoles qui sont des étudiants. Mmh. Cette partie est non négligeable, mais la majorité de nos bénévoles sont des gens en activité. Ok. Ah mais je posais la question avec une amie, s'il y avait pas mal d'étudiants, vous étiez juste à côté. Hein. On a de tout et c'est pas parce qu'on est à côté de l'INSA qu'on a que des INSA, et comme on est sur la DOA, qu'on a que des scientifiques. Ah, je vais pas trop t'embêter. Et voilà, vous pouvez voir, on est sur le feu. Là, on va voir les véhicules qui vont nous permettre de rentrer, ce qui va permettre d'évacuer le gros du bâtiment et notamment tous les exposants qui vont comme ça pouvoir évacuer leur matériel. Et oui, on a fait à peu près le tour, c'était pour savoir comment ça s'organisait. Voilà, après, moi j'ai fait un petit tour du truc, donc vous avez du jeu de rôle, jeu de figurines, voilà. C'est ça. Après, chaque pôle s'organise un petit peu comme il le souhaite. On reste une association, donc chaque pôle fait à sa manière, Ouais. la manière qui lui plaît, tout en gardant une certaine cohérence, une certaine homogénéité.
Mhm. Et on permet ensuite à chaque pôle, en fonction de sa taille, mais aussi de un coup de pouce qu'on voudrait lui donner pour une question de visibilité, d'avoir des dépenses plus ou moins importantes. Et le camion ne va pas. Est-ce qu'on a, Où est-ce qu'on en était? je sais plus, on a Oui, parlé. sur l'organisation, sur le fait que donc on commençait, que chaque pôle était autonome. Bah, par exemple, là, nous sommes au sein du pôle conférence avec l'organisatrice qui est là. Ouais. C'est un pôle dont la structure globale a été prête très tôt dans l'année, mais qui, comme il est en interaction avec tous les autres pôles, parce qu'il peut faire des conférences avec des invités qui viennent d'un autre pôle, en fait, a terminé assez tardivement son planning. En fait, le planning a été modifié aujourd'hui même pour ajouter une dernière conférence dans un créneau qui restait de libre. Ok. Voilà. À côté de ça, vous avez des pôles en fait qui sont peu actifs au cours de l'année parce qu'en fait, c'est surtout de la commande de dernière minute qu'ils vont devoir réaliser. Mhm. Notamment la plupart de nos pôles organisationnels, que sont le pôle accueil, le pôle restauration, le pôle logistique. Ouais. En fait, où c'est du matériel qu'on va commander pour la convention et on a des besoins de tout le monde Bien. pour réaliser cette Ok, commande. ok. En termes de pôle, nous avons aussi une spécialité, nous avons un pôle bien-être des bénévoles. Ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bénévoles, donc j'ai interviewé quelques-uns. Voilà, et on a donc un pôle bien-être des bénévoles qui est donc dédié à la survie de nos chers bénévoles. Je pense qu'un certain nombre font plus de 40 heures sur le week-end. Alors on est ouvert 52 heures d'affilée. Ouais. Et vous faites tous le vendredi soir, c'est ouvert toute la nuit. En fait, on est ouvert en continu. Ok. On est ouvert en continu. Donc on ouvre le vendredi à 14 heures, on ferme le dimanche à 18 heures. Et entre les deux, nous ne fermons pas. Oui, j'ai. Donc cette ouverture en continu permet au public de continuer à jouer, notamment avec toutes les zones de jeux libres. Ouais. Pour profiter, nous avons une importante ludothèque du plateau, nous avons une très grande zone de jeux libres, jeux de rôle. Ouais, jeu de rôle, j'ai vu que c'est important le jeu de rôle. Là, nous avons des tables qui sont mises à la disposition des joueurs de figurines, des joueurs de jeux de cartes, et nous avons aussi des exposants qui, selon leur métier, donc présentent des jeux et pour certains en fait les laissent même en accès libre pendant la nuit, ce qui est très appréciable parce que comme ça le public peut continuer de les tester Mhm. et ensuite revenir le lendemain en disant votre jeu est super, où est-ce que je peux l'acheter? Ouais, j'ai vu aussi qu'il y avait les créateurs de jeux, il y en a pas mal qui restent encore la nuit pour montrer encore les jeux C'est ça. qu'ils ont. C'est exactement ça, en sachant que nous avons deux grands pôles de création de jeux. Nous avons un gros pôle aux jeux de plateau. Ouais, oui, le jeu de plateau, Qui est oui. dédié à ça. Et nous avons pour le jeu de rôle, nous avons un espace aussi qui est dédié à ça. Et c'est jeunes créateurs. Ouais. Enfin, jeunes créateurs dans le sens jeunes dans le métier. Parce que c'est bien ça, moi je fais un peu le truc, il y avait aussi du jeu de société en bas, mais là c'est plus les créateurs, si j'ai bien compris que la partie jeu de société qu'il y avait en bas, et en haut c'était plus n'importe qui prenait un jeu qui jouait. Si j'ai bien vu, parce qu'il y a que ça que j'ai pas trop suivi. Alors, il y a les deux. En haut, vous avez mais après c'est le plan aujourd'hui, on peut changer évidemment. En haut, vous avez une zone de jeu libre. Mhm. Qui est très importante. Et juste à côté de celle-ci, nous avons une zone de prototype, c'est-à-dire des gens pour lesquels le jeu n'est pas encore édité, qui viennent le présenter au public pour avoir des retours sur celui-ci. Okay. Ils en profitent pour tester les règles. Ils posent aussi des questions sur le prix qu'ils estiment, qu'est-ce qu'en pense le public. Mhm. Et ils regardent aussi, certains en fait commencent leur jeu par avoir une certaine patte graphique avec des règles très on va dire très vague, alors que d'autres arrivent au contraire avec un système de règles très abouti, mais avec du graphisme manquant, et du coup profitent de ces retours. Au rez-de-chaussée, vous avez plus des auteurs de jeux dont le jeu est déjà édité ou va sortir sous peu. Mhm. Donc vous avez arrivé avec du matériel qui est de qualité professionnelle. Ouais. Et là, effectivement, les auteurs prennent leur table pour les présenter. Généralement, en fait, ce sont des éditeurs qui arrivent avec un ou plusieurs auteurs, voire dans le cas de très gros éditeurs, en fait, par exemple, on a Asmodée qui arrive avec ses équipes entières de démonstration de ses nouveaux jeux. Ouais. Asmodée avait une vingtaine de tables de démonstration, par exemple. Ok.
Donc Ah, ça, ok. c'est pour la partie nouveau jeu, côté jeu de société. Côté Ouais. jeu de rôle, nous avons un fonctionnement un petit peu différent avec un espace qui s'appelle la Forge. Ouais. Donc, où des jeunes auteurs dont le jeu n'est pas encore en phase d'édition, toujours en phase de test, présentent leur jeu et le font jouer sur des tables dédiées. Ok. Donc, les joueurs, quand ils viennent sur ces tables, savent que le jeu de rôle auquel ils vont jouer n'est pas abouti, et tous les joueurs de jeu de rôle savent qu'un jeu de rôle non abouti peut être assez folklorique. Ouais, je comprends. Voilà, avec des très grosses bizarreries qui arrivent au milieu de partie et du coup savent qu'ils peuvent arriver sur ce genre de choses, arriver sur des choses complètement déséquilibrées, enfin se créer du coup des souvenirs mémorables. Et pour l'auteur, ça lui permet d'avoir de tester en fait son jeu en situation réelle. Et Ouais, ouais, voilà. ouais. Vous avez beaucoup de jeux de rôle qui ont plusieurs années à sortir parce que il faut tester et retester les Ouais, pour les retester, ouais, ouais. Ouais, je comprends. Le test, c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans le jeu. Sinon, après, il arrive pas abouti. Et bon, voilà, après, ces fois, ça déçoit un peu les joueurs. Bah, tout le monde est déçu, les joueurs parce que ils ont l'impression de s'être fait avoir en restant un jeu pas fini, l'auteur parce que bah, les ventes sont mauvaises et les critiques sur internet sont Mmh. catastrophiques. Ouais, Donc oui, c'est tout le monde est dans cet intérêt pour avoir ok, ok. Ouais, ouais, ok. Après, moi, j'ai vu un peu l'espace jeu de figurines. J'ai fait un peu des interviews, un petit peu jeu de rôle. Voilà. Alors après, c'est me demander parce qu'il y avait des trucs. Je me disais parce que par un Edge, j'avais un peu de mal, j'ai eu du mal à le trouver. J'ai trouvé vers la fin, Mhm. mais Edge, il était à deux endroits différents. Ils m'ont dit que j'allais le voir. Il y avait une partie jeu de société, jeu de société en bas et en haut, ils étaient, ils faisaient jeu de rôle, voilà. C'est exactement ça. Edge fait le jeu de rôle en haut parce que l'espace dédié au jeu de rôle est en haut. Le jeu de plateau étant un espace très important, en fait, nous ne pouvons pas nous permettre de l'avoir sur un seul étage. Ouais. Donc nous l'avons décalé entre les deux étages avec la zone de jeu proprement parlée au deuxième étage et au premier étage la zone justement éditeur, Ok. Hein. ce qui permet au public de pouvoir tester et surtout de faire la différence Mhm. entre les jeux qu'il va pouvoir tester parce que Ouais. ce sont des jeux d'un éditeur et les jeux qui sont déjà en vente auxquels il peut jouer parce qu'il en a Ok, entendu ok. parler par des copains, que c'est très sympa. Ouais. Ouais. Et vous pouvez découvrir des jeux très intéressants. Voilà, c'était juste un peu où vous nous parliez un peu de trucs. Ah oui, je voulais savoir, il y avait bien que deux niveaux pour le festival. Niveau 1 et niveau 2, il n'y avait pas d'autres niveaux. Alors, Parce que j'ai cherché un moment, j'ai vu qu'il y avait des tournois Warhammer 40 ou Age of Sigmar. J'ai pas réussi à trouver où c'était. alors dans l'absolu, il y a 3 niveaux. Vous avez donc le niveau 2 où nous sommes, vous avez en dessous un niveau de surface équivalente qui est le niveau 0. Entre les deux, vous avez le niveau 1 dans lequel vous avez des salles relativement petites. Ah, mais alors c'est Qui étaient dédiées- l'escalier, il y a deux escaliers qui montent, C'est c'est au ça. milieu. Et alors, Ah. alors par contre, ces salles-là étaient dédiées à l'escape game. Et donc, où sont ces tournois? Eh bien, ces tournois, en fait, étaient dans une salle déportée Mhm. que nous avons réussi à avoir. Mhm. Et que nous avons dédié au tournoi. Pourquoi avoir un espace dédié au tournoi? Parce que les tournois qui se sont déroulés là-bas sont relativement gros. Ouais, Et le problème, quand vous faites un tournoi relativement gros dans une convention comme celle-ci, vous ça avez vous plus de prend, place, ouais. voilà, ça vous prend beaucoup de place. Et le joueur de tournoi n'aime pas être dérangé par le public, Ouais. ce qui se comprend. Donc sur un petit tournoi, vous faites un petit tournoi dans un coin. Si vous avez un peu de public qui passe, comme vous avez un petit tournoi à côté d'un autre petit tournoi, un peu de public qui passe, qui regarde de loin, ça ne gênera pas. Par contre, Mhm. quand vous faites un gros tournoi, bah, vous ne pouvez pas avoir un peu de public qui passe parce que vous avez une autre personne qui va passer qui s'appelle un arbitre. Oui. Voilà. Et entre un arbitre et le public, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des confrontations, Ouais, ouais, je comprends. Ouais. sans vraiment parler du jeu de figurines. Oui, oui, oui. Donc, nous avons, grâce à cette salle déportée, nous avons pu organiser de gros tournois là-bas. Il me semble qu'il y a aussi eu confirmé, parce que je n'ai pas très bien suivi, mais il me semble qu'il y a aussi eu un tournoi de Vampire, qui est un jeu de cartes qui fête ses 30 ans. Ok. Donc, il n'y a pas que Magic dans la vie. Ouais. Qui a eu lieu dans cette salle déportée, que nous espérons avoir pour l'an prochain. Ok. Voilà.
On a fait à peu près le tour, je pense, ouais. Ouais. Moi, je vais peut-être pas vous embêter. Je vois que vous êtes. On appelle. Voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Et puis, peut-être à une prochaine fois à l'Octogone. Et une prochaine fois, venez pour Octogone 15, pardon, c'est Ouais. déjà fini, Octogone 14. Les dates seront disponibles très prochainement. Merci.